de l'Ouest Hurlant, le festival des cultures de l'imaginaire. Comme je l'expliquais très rapidement tout à l'heure à nos trois autrices, le world building, donc on va lâcher le mot et on va dire fabrication de monde, hein. La fabrication de monde, quand nous avons travaillé sur le festival, ça a commencé il y a 2 ans. Ça a commencé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on s'est rencontrés à quelques-uns et on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes envies sur la création d'un festival à Rennes. Et on est très rapidement allé voir des gens à droite à gauche pour se dire, est-ce que cette envie, elle rentre en résonance avec des gens qui peuvent nous accompagner, nous soutenir, nous porter, nous aider? Donc on a rédigé une note d'intention pour les institutionnels, pour les collectivités, pour etc., etc. Et dans cette note d'intention, il y avait plusieurs éléments. Alors le premier élément, c'était l'ouverture à l'Europe. Alors Europe en tant qu'entité géographique, hein, pas en tant qu'entité institutionnelle. L'ouverture à l'Europe, l'ouverture aux littératures et cultures de l'imaginaire espagnole, italienne, allemande, polonaise, anglaise, russe, ukrainienne, tchèque. Bref. C'était un élément véritablement très important qui nous semblait faire défaut et puis qui pouvait répondre à des problématiques sur l'aspect scolaire et universitaire aussi de manière très pertinente. La deuxième chose, c'est la transmédialité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les univers se répondent ou ricochent. Voilà. On commence avec un scénario de jeu de rôle pour Donjons et Dragons, et puis finalement on écrit son roman, et puis derrière, quelqu'un va s'en emparer pour en faire autre chose, va faire une illustration, ça va donner envie de faire un jeu vidéo, etc., etc. Ces potentialités aujourd'hui, elles sont très grandes, elles existent, on le voit. On voit par exemple comment Jaworski écrit son roman et puis derrière se transforme en BD. On voit comment Maxime Chatham écrit un ouvrage d'horreur et qu'il est repris par la Paramount pour en faire un univers de science-fiction. Mais là, je vous parle d'hommes. Et en fait, il y a également des femmes qui écrivent et on a tendance à l'oublier. Il y a 2-3 ans, il y a une magnifique exposition sur Tolkien à la Bibliothèque nationale de France. Ils ont une revue mensuelle ou bimensuelle. Et ils ont fait leur numéro sur le world building. Et le numéro sur le world building aborde Lionel Davoust qu'on adore, Tolkien, qu'on apprécie généralement, enfin nous on l'adore, Lionel, parce que c'est le parrain. Voilà, beaucoup, et pour ce qu'il fait, aborde Tolkien, aborde etc., etc. Et puis j'ai relu ce numéro il y a pas longtemps, et puis il y avait que des hommes. Il me semble-t-il, ou quasiment que des hommes qui étaient cités. Peut-être Anne McCaffrey était citée dans un interstice. Donc, c'est également le fait que des femmes écrivent, sont de fait, ça peut paraître bizarre de le dire comme ça, mais de plus en plus prises au sérieux, et c'est bien qu'elles ont des univers construits à défendre, et du coup, ça va peut-être être ma première question, c'est à vous trois qui êtes autrices, qui venez d'univers différents, comment vous abordez la création d'univers secondaires, d'univers fictionnels? Quel est votre point de départ? Est-ce que c'est une image, une idée, une carte? Et comment vous développez votre univers fictionnel avant même peut-être la rédaction du roman? Ou alors est-ce que c'est l'écriture du roman qui entraîne des questions qui font qu'il faut y répondre, développer pour rendre crédibles tous ces éléments? Voilà, c'était mon introduction un petit peu longue, j'en suis désolé, et maintenant je passe la parole. Je vais commencer par répondre. J'ai envie de dire que la façon dont ça se développe, enfin en tout cas pour moi personnellement, mes collègues pourront compléter, ça commence déjà par l'idée du roman lui-même. C'est-à-dire que, en fonction du type de roman, La Serre par exemple, c'est parti d'une idée de dire un détective dans un monde au milieu duquel il y aurait les dieux qui se promèneraient, parce que l'idée d'explorer les mondes antiques, donc forcément faire des recherches sur les mondes antiques, trouver une époque où c'est encore crédible qu'on ait des dieux qui se promènent au milieu des hommes. Si on met ça au XXIe siècle avec une rationalisation importante, la science, les satellites, etc., c'était mieux de mettre ça dans les années 30. Et en fait, le monde se construit et ensuite l'intrigue va venir derrière.
Mais il y a d'autres romans où on va d'abord penser à une idée de roman, une intrigue, et où ensuite on construira le monde autour. Ça, moi vraiment, ça dépend. Là, je travaille sur un autre roman où j'aurai pour le coup un vrai world building, parce que dans la serre, le world building, il est un peu particulier, puisqu'il fallait construire un monde uchronique, c'est-à-dire notre monde à nous, dans les années 30, mais avec des structures antiques qui existent toujours, donc des virages dans l'histoire qui ne se sont pas faits. Il y a toujours un empire romain, il y a des pharaons, et donc qu'est-ce qui pourrait se passer? Il y a 9 pyramides sur le plateau de Gizeh, il y a les temples, ils sont encore debout, ils sont en ruine, mais comment ils étaient avant? Et donc là, énormément de recherches historiques. Merci les universitaires. Merci Gallica, merci la BNF, j'ai passé mon temps là-bas pour voir comment ce qui se passait à l'époque, comment on peut le mélanger, et là on construit un monde qui est un autre monde que celui qu'on connaît. Et là, je suis en train de travailler dans un autre roman qui démarre en Haute-Loire en 14-18 et où après on bascule dans un monde alternatif, où là, pour le coup, il n'y a rien du tout. Il faut tout construire, il faut tout imaginer. Donc c'est encore un autre travail que le world building à partir de quelque chose qui existe qu'on va décaler. Alors, donc évidemment, le world building, il est plus ou moins visible sur les romans. Il y a des romans de fantasy pure à monde secondaire, comme on dit. Donc Bohen fait clairement partie de cette tendance-là, de cette catégorie-là. Après, je voudrais juste rebondir un peu sur l'introduction. Parce que il y a quelque chose qui a été dit qui m'a beaucoup parlé, donc merci déjà pour cette introduction. Et qui rejoint mon expérience très très récente, c'est-à-dire entre 2 confinements, donc c'est récent. Je reçois un mail d'une personnalité universitaire, mail qui est adressé à 2 autrices de fantasy, dont moi, qui avons fait beaucoup de monde secondaire, et l'autre aussi, quoi, et elle, l'autre encore plus que moi. Et ce mail dit: bonjour, j'ai une étudiante qui travaille sur le world building. Est-ce que vous avez le contact de Lionel Davoust et Stéphane Plateau? Ouais. Voilà. Qui sont des personnes très bien, qui sont des personnes très bien, et donc j'adore les livres. Mais voilà, c'est le monde dans lequel nous on vit. Et disons, évidemment, il y a plein de choses que je pourrais rebondir sur ce qu'a dit Sylvie. Évidemment, je travaille beaucoup avec des bases historiques, avec des tonnes de documentation. Bohen, c'est un nom qui voit la fin d'un empire pour le premier. Donc j'ai énormément bossé sur les fins d'empire, les fins de civilisation réelles. L'idée de base aussi, elle vient de la Bohème-Moravie, entre le XIIe et le XVIe siècle, où aussi bosser sur des cartes, comment le centre du monde, entre guillemets, se déplace. Pour les anciens dans l'assistance, donc l'une des premières émissions de télé qu'on a vraiment suivies dans ma famille, parce que j'ai grandi sans télé, puis peu à peu est arrivé à Arte essentiellement. Et donc avec mon père, on suivait religieusement le dessous des cartes. Je sais pas si ça parle à certains dans la salle. Voilà, je suis une fan hardcore de l'Atlas historique de Duby. Vraiment comment on voit bouger le monde. Et le premier Bohen, donc c'est un nom qui voit la fin d'un empire, et un empire qui est très centralisé à ce moment-là. Et en fait, le deuxième, que je pensais pas forcément écrire, mais qui est une demande de lecteur, c'est 15 ans après, et comment le monde est éclaté, et comment maintenant les lieux où ça se passe, les endroits où fermente le monde, c'est plus la capitale centrale, c'est plus Cernat-Tchernik, ça se passe ailleurs, et en plus il y a aussi une ouverture vers l'océan, vers un autre continent, et on sent que les équilibres des cartes sont en train de bouger, donc tout ça me passionne énormément. Donc bien sûr, je pourrais vous parler de tout ça, de la doc historique, après aussi de comment construire un système de magie, la cohérence des systèmes de magie, le système de paiement par exemple, qu'un système de magie, pour pas que ça soit de la baguette magique, il faut que quand il y ait quelque chose qui arrive, il y ait un paiement à faire. Donc ça, c'est un peu des bases, on va dire universelles, quoi. Après, on peut aller très loin, on peut faire limite des manuels de jeux de rôle de notre propre univers. Même quand on était jeune, quand j'étais jeune, quand j'étais ado, avec un pote, on crée notre propre jeu de rôle et tout. Je crois que c'était très mauvais, mais bon. Et parce que j'ai été rôliste aussi. Mais disons, le monde dans lequel on vit, et justement cette difficulté d'être prise au sérieux en tant qu'autrice. Pour moi, il y a évidemment, je déteste ça, mais il y a un avantage paradoxal, c'est que quand je crée un univers, je le crée surtout avec beaucoup de questionnements. Et de plus en plus, je me demande si les méthodes de world building qu'on nous présente vraiment comme universelles, et tous les trucs de connaissez le moindre bout de système économique et monétaire de votre monde et la monnaie qu'utilisent les pêcheurs, donc sur la petit bout de côte qui est au sud-ouest, etc., et qu'il faut tout bien caler avant de commencer l'histoire, et puis en plus on continue à le caler pendant qu'on écrit. Est-ce que ça n'a pas des aspects contre-productifs? Est-ce qu'il n'y a pas des questions qu'on ne se pose pas assez?
et sur quoi finalement on va construire avant tout la cohérence de notre univers. Et notamment dans les trucs qui m'intéressent beaucoup, par exemple, c'est tous les questionnements qui sont très peu arrivés en France sur soft versus hard world building. Le hard world building, c'est quand on fait à l'ancienne, vraiment, qu'on a bien toutes nos briques qui sont posées. Et le soft world building, c'est quand on se laisse en fait beaucoup plus guider par une sorte de colonne vertébrale symbolique de l'univers. Et que notre univers progresse par branche, on est en se concentrant en premier lieu sur la portée symbolique de ce qu'on veut écrire, de l'histoire qu'on veut écrire. Et non pas de tout bien caler façon manuel de jeu de rôle. Ou aussi, quand on parle de transmédia, par exemple, il y a un truc que je trouve super intéressant, c'est comment se construit l'univers de Bloodborne. Il y en a qui jouent aux jeux vidéo dans la salle? Ouais, Bloodborne, vous connaissez? Ok. Voilà. Et par exemple, l'univers de Bloodborne, c'est un univers qui est très elliptique. Au départ, on sait pas trop dans quoi on est tombé. Et en fait, soit on peut juste, en gros, donc tuer des gros monstres et puis des gros boss. Mais pour vraiment bien explorer l'univers, il y a plein de branches et en fait, c'est de regarder notamment toutes les descriptions d'objets. Et comment les descriptions d'objets nous apprennent plein de choses sur l'univers. Et de description d'objets en description d'objets, on peut reconstruire une histoire beaucoup plus grande. Et on peut aussi complètement passer à côté de ça. Mais mine de rien, voilà comment la construction d'univers peut être dans des endroits où on l'attend pas forcément dans une histoire donc en 5 actes bien cadrée et tout, mais par exemple dans les objets qu'on va trouver au passage. Et là, c'est quelque chose qui donc est hyper fort en jeu vidéo et qui peut aussi entrer, qui peut nourrir nos réflexions. Et vraiment, de plus en plus, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir de quelle façon autre, alternative, on peut construire des univers. Et ça veut pas dire qu'on va sacrifier la cohérence ou les systèmes de magie, etc. Mais qu'est-ce qui va être premier dans notre réflexion? Qu'est-ce qui va guider notre réflexion? Comment on va présenter l'univers? Comment on va le construire? Et donc, il y a des façons différentes d'envisager les choses. Et l'avantage, c'est que comme de toute manière, nous, on va jamais être reconnus pour nos capacités traditionnelles, autant explorer tout de suite des chemins différents. Elle a dit beaucoup de choses intéressantes. Ouais, elle a tout fait. Moi aussi, je voulais parler de trucs et faire merde, elle vient de le dire. Alors moi, pour le coup, je me sens plus proche de toi, Sylvie, parce que en fait, je ne commets pas de fantasy, j'en écris pas. Donc, parce que je suis terrorisée par l'idée de devoir créer un monde de rien, quoi. Enfin, donc, dans Rouille et même après dans Les Nosques, mes 2 premiers romans, en fait, Rouille est une dystopie, quoi. Enfin, c'est une uchronie. Donc, je me suis basée en fait sur beaucoup de recherches historiques parce que je voulais changer le monde. Enfin, en fait, c'est un Paris steampunk, donc forcément, il y a des choses qui n'existent pas. Mais je voulais vraiment garder une cohérence historique forte parce que je trouvais ça très rassurant. Pour moi, je me sentais pas du tout de me lancer dans la création d'un univers complet, probablement parce que j'aurais eu cette tendance à vouloir tout connaître et du coup à jamais écrire parce que en fait on peut pas jamais tout connaître et c'est sans fin, quoi. Et au final, quand j'ai commencé à écrire de la SF, je me suis dit mais la SF c'est pas pareil, c'est la science, enfin c'est le futur, on connaît et tout. Puis en fait, quand j'ai créé Lama, au final c'est comme si j'avais créé un mini monde, mais du coup je l'ai restreint le plus possible pour que ce soit moins effrayant et que je puisse quand même y aller parce que ça me faisait vraiment peur. Mais au final, je me suis dit mais en fait si tu l'as fait, enfin t'as créé un monde comme ça. Et du coup, là je me rapproche maintenant de ce que toi tu as dit. Moi je suis plus dans l'optique de faire du soft world building. Je trouve que moi quand j'écris en tout cas, je connais les grandes lignes de mon univers. Je sais quels sont les enjeux importants, quelles sont les règles fondamentales qui font que cet univers tient la route. Donc par exemple sur Lama, c'est que il y a pas vraiment de règles et que si tu veux quelque chose, il faut que tu puisses donner quelque chose en échange parce que sinon personne ne va t'aider, quoi. Mais après c'est en écrivant que je découvre vraiment en fait c'est en confrontant mes personnages à cet univers-là que je découvre en fait avec eux les règles importantes, les subtilités de cet univers-là parce que je trouve que c'est plus organique. Et enfin en tout cas, je me sens plus cette nécessité de vouloir connaître tous les détails parce que si ces détails-là n'ont pas d'importance pour l'histoire en fait, c'est très bien, ils ont leur vie dans un espèce de monde alternatif ils sont là, mais tant que j'en ai pas besoin, je les appelle pas et si j'en ai besoin, ils viendront. Et voilà, donc je me contente de suivre en fait mes personnages et de leur donner ce dont ils ont besoin quand la question se pose à eux, quoi. Mais je vais pas aller chercher la monnaie du village de pêcheurs à l'autre bout du monde, quoi. Ouais, si je peux juste rebondir 30 secondes sur ce qu'a dit Florian. En fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a un double mouvement, c'est-à-dire à la fois, il faut connaître de son monde plus que ce qu'on met dans le roman pour qu'effectivement, on sent qu'il y a une matière qui dépasse le roman. Mais en même temps, pour moi, l'idée finalement de connaître l'entièreté de son monde, façon manuelle de JRTM, je sais pas s'il y en a qui ont joué à JRTM, le jeu de rôle des Terres du Milieu. Merci, je me sens moins seule. En gros, c'était le premier jeu de rôle dans l'univers du Seigneur des Anneaux, mais il y avait des fiches de personnages, mais tellement hyper complexes que
Voilà, c'était quasiment injouable, on est d'accord. Parce qu'il y avait trop de détails, en fait. Et de toute manière, notre expérience nous-mêmes du monde, on n'a pas une expérience complète du monde. Aucun de nous. Donc pourquoi est-ce qu'on voudrait, en tant qu'auteur, en tant qu'autrice, pouvoir contrôler l'entièreté de notre monde? Et puis aussi, mine de rien, ce que j'aime dans mes romans, oui, c'est laisser de la place pour d'autres histoires potentielles, pour les histoires aussi que vous allez imaginer dedans. Parce que, voilà, en tant que lectrice, j'adore les fonds ouvertes, j'adore quand il y a cet espace qui est laissé pour notre imagination à nous, et un monde qui, quelque part, que nous, on contrôlerait tellement en tant qu'autrice, que vous auriez plus la place de pouvoir y fantasmer ou pas, vous faites comme vous voulez vos propres histoires, c'est un monde moins intéressant. Je voulais compléter, je partage un peu votre vision. C'est vrai qu'on est dans un premier temps tenté de se dire j'ai besoin de me sécuriser et on a quand même besoin, comme tu disais, de fixer une ossature avec des règles. Alors sur la serre, on était sur quelque chose qui ressemble à notre monde, mais là sur c'est la première fois que je fais vraiment un world building en partant de zéro là dans ce projet de roman. En plus dans une réalité alternative qui ne va absolument, moi je ne veux pas que ça ressemble à notre monde. Et pour le coup, il faut quand même qu'il y ait une cohérence. Alors, est-ce qu'il va y avoir un soleil qui se lève, qui se couche? Comment je fais si je veux pas un soleil qui se lève et qui se couche? Comment je fais si je veux que le temps se déroule pas du tout de la même manière, que des saisons apparaissent? Enfin, si je veux un truc non euclidien, pour que mes personnages puissent évoluer, qu'il y ait une logique et une cohérence, donc il faut quand même mettre une ossature et fixer quelques règles de base. Mais si à un moment donné on veut tout développer, tout détailler, on risque d'abord de passer un peu pour un marionnettiste qui pose son cadre et ça va pas être naturel au niveau des personnages. Je pense que le personnage, effectivement, donc il faut qu'on ait nos règles de départ. Et moi j'ai envie, et c'est un peu comme ça que je travaille, que le monde soit découvert à travers les yeux des gens qui vivent à cet endroit-là. Et donc on va découvrir un endroit parce que le personnage va y aller, parce qu'il va regarder, parce qu'il va interagir avec des objets. Moi je suis beaucoup aussi pour travailler sur le world building à travers le quotidien. Dans la serre, ils mangent, donc il a fallu que je m'interroge sur ce que les gens mangeaient à l'époque. Il y a même d'ailleurs les recettes de cuisine à la fin de l'intégrale 1. J'ai fait des recherches aussi là-dessus. Et c'est comme ça que le monde se construit finalement à travers les personnages qui évoluent, qui bougent, qui ont des métiers, on découvre aussi des règles de politesse, des usages de vie, et tout ça, je trouve que c'est une façon soft mais intéressante de construire les mondes à travers nos personnages. Non, mais même, je vais aller plus loin que Sylvie, c'est un des trucs qui m'intéresse aussi quand j'écris. Parce que oui, on peut fixer des règles de base et c'est quand même plus facile. Maintenant, même pour moi, de plus en plus, j'essaye de... Voilà, les règles, les règles, elles peuvent se fixer a priori ou a posteriori. Et finalement, les règles de base ne sont pas fixées a priori quand j'écris. Par contre, il faut être conscient d'une chose, c'est qu'en général, si on fixe la cohérence a posteriori en fonction de ce qu'on va découvrir nous-mêmes en écrivant notre histoire, ça veut dire qu'on va méchamment réécrire pour que tout soit cohérent à la fin. Mais je ne vais pas me sentir tenue par des règles que j'aurais posées au début, ou je vais pas poser forcément toutes les règles au début. Parce que je vais découvrir des choses au cours de mon histoire qui vont remettre tout ça en cause. Et donc, je vais construire ma cohérence quand je vais faire les multiples réécritures. Et aussi, je voudrais remercier mon bêta-lecteur et ma bêta-lectrice qui sont d'une aide incroyable. Donc, en gros, c'est des gens qui relisent mes livres avant que je les envoie à l'éditeur. Qui sont d'une aide incroyable pour traquer toutes les incohérences qui auraient pu demeurer. Vraiment. Et je trouve que ça nous laisse une marge pour découvrir des choses plus intéressantes et, comme dit Floriane, plus organiques que ce qu'on aurait si on avait fixé toutes les règles a priori et qu'on ne veuille pas en déroger. Je vais rebondir exactement sur ça parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand on passe beaucoup de temps à établir un fonctionnement, et ben du coup, on a envie de l'expliquer et on a peut-être aussi cette sensation de se sentir un peu obligé de respecter tout ce qu'on a construit. Alors que quand en se laissant l'opportunité de vaquer dans ce monde-là avec les personnages, on n'a pas cette obligation un peu de dire, mais en fait, j'ai passé tellement de temps à créer mon système monétaire, mon système de magie et tout, donc il faut que ça marche, il faut que je respecte ça. Et franchement, jetez-moi la pierre, quel auteur ou quelle autrice a un jour écrit exactement ce qu'il avait prévu au début et s'est pas retrouvé à la fin avec un truc qui avait rien à voir, quoi. Et du coup, en se laissant un peu une liberté en fait créative, je pense de pas trop fixer de règles du coup, et ben on se sent moins dans cette obligation de se dire mais en fait j'ai passé tellement de temps à le faire, il faut que ça rentre dans les cases que j'ai créées et
de saisir vraiment l'opportunité de découvrir nous aussi et de réarranger et de faire que l'histoire puisse se modifier comme elle a besoin qu'elle s'écrive, parce qu'en fait l'histoire s'écrit toute seule, nous on n'est que le médium quoi, mais l'histoire elle va forcément s'écrire comme elle doit s'écrire, et parfois on part souvent avec une idée de ce qu'on veut faire et au final on se dit ah ouais je voulais faire A et j'ai fait B, mais du coup si on a fixé un cadre hyper strict, hyper complet où on a passé beaucoup de temps, je pense que ça doit être hyper dur moralement de dire bon en fait il y a plus rien qui va. Les corrections, ça va être horrible, ça va être hyper dur. Enfin, il me faut de l'aide. Enfin, laissez-vous en fait l'opportunité de vous perdre et de découvrir. Je pense que c'est le plus naturel. Enfin, l'esprit humain n'est pas fait pour aller droit d'un chemin A à un chemin B quoi. Donc, je pense que ça me semble plus naturel en tout cas de le faire comme ça quoi. C'est le problème de la carte et du territoire. La meilleure carte, c'est la carte à l'échelle 1-1. Mais elle sert à rien. Donc voilà. Et on a un grand ancien qui a eu cette problématique-là. Je vais aller voir d'où je veux venir. On a un grand ancien qui a eu ce problème-là, c'est Tolkien. C'est-à-dire que Tolkien, il a une vision encyclopédique de son monde. Il revient dessus toute sa vie. Et à la fin, quand il a écrit Seigneur des Anneaux, il ne sait pas quoi faire de l'univers qu'il a composé. Il se dit, mais je vais faire quoi ? Des petits enfants du Gondor qui vont s'amuser à jouer aux méchants orques ? Ça n'a pas de sens. Il a asséché son monde par trop de règles encyclopédiques, etc. Alors ça fait le bonheur des rôlistes qui adorent ratiociner et découvrir les petits interstices du monde, mais ça fait pas les bonheurs de l'écrivain. Et on en revient justement à ce que tu disais, je pense, Estelle, sur le cadrage, la colonne vertébrale symbolique qu'on essaye de porter en tant qu'auteur, qu'on peut essayer de porter en tant qu'auteur pour développer son univers et le rendre toujours attrayant et formellement constructible. Je voudrais rebondir sur un point que tu as abordé qui me semble important, en rappelant que sur le festival scolaire, sur les 6 prix du concours d'écriture, il y a 5 prix qui ont été remis à des jeunes filles. Que le prix collégien et le prix lycéen ont été remis à des autrices. Que le prix du livre de poche a été remis à une autrice. Et après, j'ai plus le détail parce que hier après-midi, moi, j'étais un petit peu ailleurs. Mais voilà, il y a une foisonnance du côté de la production féminine. Et tu disais tout à l'heure que, en fait, de toute manière, comme on ne nous attend nulle part, ça nous donne peut-être plus de liberté en tant que femme. Je ne pense pas à dévoyer ton propos, et je voulais savoir ce que peut-être que tu développes, et peut-être savoir ce que Sylvie et Floriane en pensent également de leur côté. En gros, en fait, c'est quand on peut être reconnu pour des accomplissements dans le monde, respectable, etc., normé, c'est très tentant de les faire, voire même par moments on se pose pas la question en fait. On écrit ce qui va parler à ses pairs, ce qui va parler aux anciens. On reste dans cette ligne-là parce qu'il y a rien qui va vous remettre en cause. Et on peut faire des choses très bien dans cette ligne-là. On peut les faire avancer aussi. Simplement après, quand on n'est pas dans ce monde-là, de fait, il y a une chose qui nous empêchera toujours d'y être. Il y a 2 choses qu'on peut faire. C'est soit essayer désespérément de quand même faire acte d'allégeance, ou d'être donc la femme qui va tellement ressembler à un mec, tellement tout faire comme un mec, ou comme la caricature d'un mec qu'on attend d'elle, que finalement ça va peut-être passer sur un malentendu, un scoop ça passe jamais, mais voilà, c'est des questions que je me suis posées aussi par moments. Il y a vraiment des moments quand je me suis pris trop de coups dans la figure, je me suis dit mais objectivement est-ce qu'il faut que j'écrive comme une caricature de mec? Parce que je veux dire, j'ai été rôliste, s'il faut que je fasse du manuel de jeu de rôle pour faire un univers, mais voilà, je peux vous le faire, je peux même vous faire les 3 tomes, quoi. Mine de rien aussi, par exemple, c'est dès qu'on a 2 persos qui vont avoir une vague étreinte dans un roman, tout de suite on va dire c'est une femme, elle fait de la romance, c'est pas sérieux, quoi. Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut que j'ai des persos qui soient tous hyper froids, alors que même les mecs, eux, ils peuvent faire par contre des couples dans Game of Thrones comme ce qui rigolent, et ça sera jamais vu comme de la romance. Mais d'un autre côté, est-ce que je vais m'amputer d'une partie des histoires potentielles ou ce que je veux écrire pour faire acte d'allégeance, et en plus de toute manière, il y a des grandes chances que ça marche pas. Donc voilà, c'est beaucoup de questions qu'on a par rapport, disons, on ne peut pas considérer on peut pas juste, aller dans le sens du monde donné et avec un peu de chance ça va bien se passer. Ça ne marche pas. Donc,
soit on essaye quand même désespérément, soit on construit d'autres espaces. Et mine de rien, là, on est dans un festival d'imaginaire et les cultures de genre. Les cultures de l'imaginaire qui, historiquement, sont les moins respectables, sont celles, en fait, qui ont toujours donné une place aux héroïnes, aux héros, aux voix qui n'avaient pas de place ailleurs. Par exemple, donc l'importance des autrices dans le premier roman gothique, avant qu'on s'aperçoive que c'est un potentiel commercial. Mine de rien aussi, comment les personnages queer, les personnages LGBT ont pu exister avant tout dans les films d'imaginaire ou dans le roman, l'importance des personnages LGBT dans le roman d'horreur, par exemple. L'importance des minorités dans le cinéma de genre. C'est des espaces mine de rien, qu'on crée. Ou qu'on développe parce que les espaces plus respectables, plus mainstream à l'époque, nous sont de toute manière relativement fermés. Et c'est pour ça aussi, de toute manière, il y a un moment, dans notre expérience de la vie, il y a un moment où le monde, il va nous envoyer une claque dans la gueule. Donc il y a un moment où soit on essaye de l'ignorer, on se renferme sur nous-mêmes, soit on questionne. Et questionner, c'est un truc qui est génial en fait quand on fait de la littérature, parce que c'est ce qui nous pousse à aller plus loin. Après, le revers de la médaille, quelque part, c'est que c'est sans doute, là on voit aujourd'hui dans l'imaginaire, il y a beaucoup de crispation entre grosso modo une ancienne vision des choses qui essaye vraiment de reprendre le contrôle, et on voit notamment que dans les grands prix historiques de l'imaginaire, il y a de moins en moins de femmes dans les sélections adultes, et une autre vision du monde qui est là, qui est beaucoup portée notamment par le young adulte, qui est portée par la jeunesse, mais justement quelque part, à quel point aussi cette manière différente de faire les choses, pour certains, on a l'impression qu'ils cherchent même pas les clés pour la comprendre. Que juste, ils vont dire, de toute manière, vous avez pas fait comme il fallait, point. Et on n'a pas fait comme il fallait selon vos règles, mais ça veut pas dire qu'on a fait n'importe quoi. Alors moi, je suis un petit peu plus âgée que vous deux, donc j'ai peut-être une vision sur un temps un peu plus long. Mais je constate que les femmes, elles sont là. Elles écrivent depuis longtemps. On a des Joël Vintrebert, par exemple, qui a écrit de l'excellente SF depuis longtemps. On a Sylvie Denis, qui a fait des choses en SF, en fantasy. Enfin, on est là, on écrit, on a un lectorat, et on existe, on fait des choses. Mais effectivement, comme tu disais, on est tout de suite jugé parce que... Alors, moi, je vous passe le nombre de salons que j'ai vécu depuis X années, avec à chaque fois qu'il y avait des filles, on avait la tarte à la crème de l'écriture féminine, les héroïnes dans vos romans et vos histoires d'amour. Enfin, voilà. Là, je suis ravie qu'on ait une table ronde sur le world building parce qu'habituellement ces tables rondes là, on les donne aux hommes. Parce que eux, ils savent construire des mondes, c'est des bâtisseurs. Les femmes, forcément, les rôles sociaux font que nous, on écrit des choses, on est plus, paraît-il, centré sur nos héros, sur leurs histoires de famille, etc. Bref. On est là, on existe, on écrit, mais par contre, au moment de la reconnaissance, comme tu le disais, on a l'impression qu'il y a un plafond de verre, et par exemple, jury du prix Imaginal, une seule femme. Bon, on demande à ce que ça se féminise un peu plus, parce que voilà. Toi, on te contacte pour te demander les coordonnées de Lionel Davoust. Moi, j'ai une journaliste qui m'avait contacté il y a quelque temps, parce que sur France Inter, il voulait organiser une émission qui allait parler de SF pendant l'été, etc. Et on me demandait si j'avais les coordonnées d'un certain nombre de mes homologues écrivains masculins pour venir parler notamment de fantasy, d'imaginaire, etc. J'ai dit qu'il y avait aussi des filles. Réponse de la journaliste, oui, mais non, c'est moins porteur. Vous comprenez, les hommes, ils sont beaucoup plus médiatisés. Prends-toi ça dans les dents. Donc, il y a encore des choses à faire, des choses à mener au niveau de la reconnaissance. C'est bien qu'il y ait des prix qui consacrent le travail, mais faudrait arrêter de regarder en disant c'est un homme, c'est une femme. Non, c'est un auteur ou une autrice. Voilà, c'est quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui a des choses à dire. Et puis c'est tout. Et puis arrêtons ces barrières de genre. Surtout que maintenant, on voit que les choses sont beaucoup plus mouvantes, avec des gens qui se classent pas forcément en hommes, femmes. Il y a des gens non binaires. Enfin voilà, il faut arrêter de s'arrêter à ça. Il faut surtout regarder l'œuvre, ce qu'elle raconte, ce qui est écrit, ce qu'elle dit, si elle plaît aux gens. Mais les choses qu'on a à dire aux lecteurs, les lecteurs qui nous disent des choses, c'est ça l'essentiel. Finalement, c'est la littérature qui est le plus important. Moi, j'écris pas de fantasy, donc on m'a jamais demandé de donner des homologues masculins. Mais moi, c'est différent parce que en fait, je suis ingénieur, donc je fais des sciences dures, et du coup, en fait, moi, mon deuil, il a été fait il y a très longtemps. Ma reconnaissance, elle arrivera jamais, quoi.
c'est fini. Enfin, moi, ça fait très longtemps que j'ai compris ça. Mais en fait, je m'en fous, j'attends pas. Parce que si je suis là pour courir après des gens qui veulent pas se donner la peine de découvrir des choses, enfin, en fait, j'ai pas que ça à faire. Mais du coup, pour le coup, enfin, moi, tout ce que vous dites là, je l'ai pas trop vécu pour l'instant. En écrivant, mais en fait, je l'ai vécu toute ma vie, dans toutes mes études, dans tous mes boulots. Je veux dire, à chaque fois que je vais quelque part, déjà, je suis souvent la seule nana, où on est deux pour 10 mecs, et puis à chaque fois, en fait, je dois justifier de pourquoi je suis là, et je dois faire mes preuves encore et encore et encore et encore, et on me demande si mon patron est d'accord, quoi. Parce qu'apparemment, ma voix ne suffit pas. Enfin, je suis constamment dans mon travail en train de devoir me justifier que oui, en fait, je suis une femme, mais je sais faire, quoi. Et là, en SF, j'avais un peu peur parce que quand j'ai commencé à écrire de la SF, en fait, je me suis rendu compte, donc j'ai commencé par des nouvelles, que je m'autorisais pas à le faire. Parce que moi, mon père m'a fait lire de la SF très jeune, et en fait, j'avais intégré, sans m'en rendre compte, que la SF c'était écrit par des mecs tout le temps, pour des mecs tout le temps, et enfin, c'était pas, j'ai quasiment jamais lu de femmes avant mes 25 ans qui écrivaient de la SF en fait. Mon père me donnait les livres qu'il lisait ado, il y avait pas une seule nana, enfin quasiment pas, quoi. Alors j'ai eu des trucs très bien, j'ai eu des trucs pas très bien, mais enfin il y avait pas d'hommes, enfin il y avait que deux hommes, il y avait pas de femmes. Et du coup, je m'autorisais pas du tout à écrire de la SF parce que je me sentais pas légitime, alors que enfin je fais des sciences quand même, donc a priori je devrais pouvoir écrire de la SF. Et j'avais très peur en fait le pendant de la SF, c'est qu'on vienne me dire que en fait je savais pas de quoi je parlais, que mon univers ne tenait pas la route, que mes concepts scientifiques ne marchaient pas. Et j'avais préparé tout un discours pour les renvoyer dans leur corde, en mode mais en fait moi j'ai fait une thèse, je parle de ma thèse, donc je sais de quoi je parle. Et au final, bon, ça s'est plutôt bien passé. Personne n'a encore osé me dire que mes concepts, enfin les concepts du roman n'étaient pas crédibles, quoi. Mais ma première angoisse, ça a été ça, parce que je sais que ça arrive tout le temps. Et en fait, étrangement, une fois que le livre est sorti, je me suis un peu, enfin, j'ai réussi à me libérer de ça. Et je sais pas. Enfin, comme tu l'as dit, Sylvie, des femmes, en fait, on a l'impression qu'on découvre que les femmes écrivent, quoi. Mais ouais, enfin, tous les 10 ans, on se rend compte qu'il y a des nanas qui écrivent. Mais non, en fait, on a toujours écrit. C'est juste que on a toujours été invisibilisés parce que il y a une hégémonie masculine comme dans plein d'autres domaines, et que ça les emmerde qu'on soit là. Et voilà, et ça se voit dans les prix, ça se voit dans les sélections. Quand c'est de la jeunesse, il y a que des meufs. Quand c'est de l'adulte, il y a que des mecs. Moi, je me rappelle de libraires qui nous racontaient que des hommes venaient en rayon et demandaient des conseils, et quand c'était une libraire femme qui venait leur dire, ils disaient non, en fait, je préférais les conseils d'un homme. Mais enfin, en fait, c'est son métier. A priori, je pense qu'elle a lu plus de livres que toi. Elle doit savoir. Mais non, il y a encore ce truc-là. Mais ces gens-là, spoiler, ils vont tous mourir un jour. Ils vont tous partir. On va se retrouver que entre nous, entre gens déconstruits et entre gens bien, et ça va bien se passer. C'est juste très 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 long, mais ça va venir. Donc il faut garder l'espoir. Les jeunes générations, on l'a vu avec le prix, ils écrivent, ils ont envie de lire, ils sont hyper ouverts sur plein de questions. C'est ces jeunes-là qui vont faire la différence. C'est notre génération à nous, qui avons été déconstruits, on se pose des questions, qui veulent lire des femmes aussi, qui sont beaucoup plus ouverts, qui vont faire changer la balance et qui vont faire que bientôt, moi j'en suis sûre, enfin, en tout cas j'ai envie d'y croire, mais que ça va se renverser la tendance. On va encore redécouvrir dans 5 ans que les femmes écrivent, mais on sera tellement plus nombreuses et on sera tellement portées par toutes les autres femmes qui écrivent et toutes les jeunes femmes qui lisent et qui font la promotion des livres, toutes les booktubeuses, les instagrammeuses, enfin les gens qui ont des blogs, qui parlent de livres. Il y a que des nanas, parce que on est là, on existe, on est 51% de l'humanité. Je veux dire qu'on va pas cesser de marcher dessus quand même. À un moment, il faut qu'on prenne les armes là, il faut qu'on écrive, il faut qu'on le dise, et ça va changer. C'est juste très long et très frustrant, mais moi je suis pleine d'espoir. Après, pour revenir sur justement le world building et les enjeux littéraires, mais tout se recoupe, c'est aussi dans la fantaisie pure et dure, pour le coup, il y a un double mouvement, mais que je voyais déjà il y a 20 ans, quand j'étais étudiante à la Sorbonne, ouais, j'étais jeune, j'avais des cheveux plus longs. Mais voilà, c'est dans la fantaisie, on perd ses cheveux en vieillissant. Lionel Davoust pourra vous en parler. Pardon, Lionel. Ce sera dit répéter ça. Désolée, pardon. Mais ça va, moi j'ai des cernes jusqu'au milieu des joues, donc c'est bon, on vieillit tous. Mais mine de rien, c'était donc la création. En fait, j'ai placé des mémoires sur la fantaisie à la Sorbonne ancienne, un peu par hasard, et suite à un pari avec mon frère. Et donc, en fait, pour moi, c'était aussi une manière d'interviewer les auteurs que j'aimais bien. Voilà, que je trouvais cool. Et c'était grosso modo au moment de la création d'une maison d'édition que vous devez connaître, qui est Bragelonne. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de la fantaisie française pré-Bragelonne dans la salle?
Vraiment des vieux, des ancêtres comme moi, merci. Merci, je me sens moins seule. Et en fait, il y a... Mais non, mais justement, on a une grande expérience du monde, on a connu des choses, nous. Ah, c'est beau. Oui, mais je sais, non, mais tu vois, toi, t'es encore jeune et fraîche et tout, la preuve. Mais, non, mais mine de rien, moi, quand j'ai commencé à en lire et quand j'ai commencé à étudier à la Sorbonne, c'est la première génération vraiment, comment dire, c'était pas les premiers qui écrivaient de la fantaisie en France, mais c'était la première génération qui était vraiment visible, ou en tout cas, identifiée comme telle. Voir l'article de Jacques Baudou dans Le Monde des Livres de juin 2001, si ma mémoire est bonne, sur les 4 mousquetaires de la fantaisie française. C'est-à-dire, il y avait vraiment un effet de génération. Pas juste des gens qui écrivaient des bouquins bizarres dans leur coin, mais un effet de génération. Et ça, c'était notamment donc le début des éditions Mnemos et tout ça, avec un livre qui a beaucoup marqué à l'époque. Les gens comme moi, en gros, j'étais rôliste, je faisais du théâtre, mais la fantaisie, c'était le truc qu'on allait chercher au fin fond donc du sous-sol de Gibert. Et ouais. Et il y avait beaucoup d'auteurs anglo-saxons et des couvertures, on va dire, d'une subtilité limitée qui dominait le marché, avec en gros des grands lettrages en couleur dorée. Donc des beaux barbares aux pectoraux dévoilés et des femmes à gros seins. Et des dragons. Les dragons, c'était cool. Et donc il y a cette génération-là, il y a notamment Chronique des crépusculaires de Mathieu Gabory qui arrive. Et en fait, Chronique des crépusculaires, c'est ce qui est génial, c'est on est dans un monde aussi qui est très marqué par les schémas de la fantaisie médiévalisante à la Tolkien, c'est-à-dire en gros on fait un voyage, on a eu de la prophétie, la roue du temps, tout ça. Et il y a plein de choses que j'adore chez Tolkien. En plus, Tolkien, ça va plus loin déjà à l'époque. Mais on est beaucoup dans ce monde-là, et tout à coup arrive Chronique des crépusculaires. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu dans la salle. Voilà, bien sûr. Et Chronique des crépusculaires, c'est pas ça. Et Chronique des crépusculaires, en fait, ça parle d'un noble qui a quitté le destin qu'il devait faire pour devenir une sorte de précepteur errant et qui va être rattrapé par ce destin qu'on veut pour lui. Et en plus, moi, à l'époque, donc, je suis une fille de prof qui aurait dû faire prof comme ses parents, mais qui rêve de théâtre, qui sont aussi entre deux mondes, et c'était la première fois que je voyais dans un personnage de fantaisie les considérations humaines dans lesquelles moi je me représentais. Et c'est un monde qui est inspiré, par exemple, du cardinal de Richelieu et pas du tout du médiéval fantastique habituel aussi. Enfin, il y a plein de choses qui sont différentes. C'est un monde qui a une magie, qui est la magie des danseurs, qui est fondée sur des choses qui symboliquement sont hyper fortes et hyper différentes de ce qui dominait le paysage anglo-saxon à l'époque. Donc il y a toute cette différence, il y a toute cette génération qui arrive. Et voilà aussi, c'est les premiers romans de Sabrina Calvo qui commencent déjà à caillasser toutes les cases parce que c'est plus rigolo. Voilà, c'est vraiment des choses qui sortent. C'est la fantaisie et la SF complètement mélancolique et nostalgique avant même presque d'avoir été écrite de Laurent Klotzer. C'est les premiers Colin avant qu'ils quittent l'imaginaire. Enfin, il y a tout à coup toute cette vitalité-là et qui sort tellement des cases de la fantaisie. Et puis arrive Brajlon. Et Brajlon a fait plein de choses sympas, notamment au niveau des trades anglo-saxonnes qu'ils ont amenés et tout. Mais en gros, Brajlon a inondé les rayons et vraiment de trades anglo-saxonnes. Et donc j'interviewe un de ses responsables à l'époque, et puis l'interview part un peu loin, il me dit non mais de toute manière, grosso modo, le lectorat de fantasy, ce qu'il veut, c'est des histoires manichéennes, des élus de la prophétie, on sort pas de là. Et la fantasy, il y a toujours ce double mouvement. En fait, on est l'une des littératures les plus libres au monde. Quelque part, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Et pourtant, on est la littérature que très vite, plein de gens ont voulu mettre dans les cases les plus petites possibles. Et il y a ce double mouvement, parce que cette liberté-là, elle fait peur. Parce qu'effectivement, quand on part sans avoir de livre de règles, de colonne vertébrale solide, sur quoi on s'appuie dans ce cas-là? Qu'est-ce qui fait qu'on n'écrit pas effectivement n'importe quoi? Et donc, comme cette liberté-là, elle fait peur, comme cet horizon, il est tellement vaste, il y a un truc qui est très tentant, c'est de se faire un petit set de règles les plus identifiables possibles et d'y rester. Et il y a ce double mouvement. Et vraiment, moi, j'ai vu en tant que lectrice et puis en tant qu'étudiante ce burst incroyable, la fin des années 90, du début des années 2000, et comment il a été, mais à l'époque, écrasé une première fois. Et là, heureusement, grâce à plein de jeunes maisons d'édition qui se montent aussi, grâce à plein d'auteurs qui arrivent, il y a ce renouveau depuis une grosse dizaine d'années, j'ai l'impression. Après, là, je l'ai plus étudié parce que je suis plus du côté étudiant de la force, donc j'ai pas le temps de tout faire. Si je peux rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est hyper intéressant. Je dirais qu'en fait, c'est hyper compliqué parce que il y a une, comment on dit, enfin, tu sais, j'ai plus mes mots, je suis fatiguée ce matin. En fait, nous, on voudrait, par exemple, il y a plein d'auteurs français. En plus, en France, je trouve, on a un imaginaire qui est hyper
pertinent et très différent de tout ce qui est fait dans les pays anglo-saxons. Et on a envie de faire des choses différentes. Ça se sent qu'en fait, ça se lit dans toutes les nouvelles qui sont publiées en France. Allez lire des nouvelles. Je sais que les Français aiment pas trop les nouvelles, mais allez lire les nouvelles. Vraiment, c'est incroyable. On voit qu'il y a un imaginaire français qui est hyper identifiable et qui est très différent. Mais même si on veut faire différent, il y a eu tellement cet écrasement en fait et ce formatage à l'anglo-saxonne qu'en fait, les auteurs, ils ont pas le choix s'ils veulent être publiés. Il faut qu'ils puissent être identifiés. Il faut que les éditeurs, publient ce qu'ils font. Ils sont obligés de respecter des règles qu'ils veulent pas. Et en fait, pendant super longtemps, je pense que on a accepté parce qu'on n'avait pas le choix. Si on veut être publié, il faut que les éditeurs prennent nos livres. Et si on n'est pas dans leur ligne édito, ils vont pas prendre nos livres. Donc on est obligé de respecter en fait un certain nombre de règles dans un jeu dans lequel on veut même pas jouer. Mais si on veut pouvoir vivre et faire parler nos textes, il faut qu'on trouve un éditeur, et il faut qu'on soit dans leur ligne éditoriale. Donc on est obligé de jouer selon leurs règles à eux. Et du coup, ça participe à un espèce de truc qui se mord la queue, de dire mais nous on va faire des trucs différents. Mais si on va être publié, il faut qu'on respecte les règles. Donc en fait, on fait pas différent parce que sinon on sera pas publié et on va pas manger et on va pas publier. Et donc en fait, ça se mord la queue comme ça. Mais je pense que c'est en train de changer ça. Avec, comme tu dis, avec les nouveaux les auteurs et les nouvelles autrices qui arrivent. C'est long, encore une fois, mais c'est en train de changer parce que, comme tu dis, plein de nouvelles maisons d'édition qui ont pas peur de faire des choses différentes, qui prennent des risques, qui veulent pousser des jeunes auteurs, des jeunes autrices, et qui veulent faire de la fantasy et de la SF française. Et ben, c'est en train de changer. Mais je pense qu'on a été dans ce schéma pendant super longtemps. Ouais, et puis quand même, disons, il y a une grosse partie du milieu qui est encore dominée par ce schéma-là. Après, il y a quand même vraiment un boulot d'éditeur aussi derrière qui change les choses. Et ça, je tiens vraiment à mettre en avant le boulot des éditeurs, que ce soit dans des nouvelles maisons qui se créent, ou des éditeurs qui font exister la fantaisie et l'imaginaire dans des grosses maisons anciennes, où ils n'avaient pas forcément beaucoup le droit de citer, en tout cas les Français. Je pense notamment au travail de Gilles Dumay chez Albin Michel Imaginaire, et le travail vraiment acharné que fait Gilles, et notamment le travail qu'il fait pour ses autrices, parce qu'il sait que quand il publie des autrices, il aura largement moins de presse, par exemple. Et quand même, il s'accroche. Il s'est accroché pour Émilie Kerbalek en Space Up. Je vois comment il s'accroche pour Ouijigo, mon roman, qui vraiment est sorti dans des conditions difficiles. Et là, il continue à se vendre. Il continue à faire parler de lui. Parce qu'aussi, il y a Gilles qui s'accroche derrière. Vraiment. Donc, je pense aussi, en jeunesse, donc à toute la fantaisie qui est en train d'arriver dans des maisons qu'on faisait pas forcément. Et là, au travail super que fait Florence Bourriot chez Nathan. Et qui permet vraiment de développer les littératures de l'imaginaire. Et notamment les auteurs français dans un endroit où, juste en fait on nous connaissait pas là pour le coup, c'était même pas une envie, c'était même pas un blocage, c'est juste il fallait qu'on se rencontre, et il y a une éditrice qui rend ces rencontres possibles et de plus en plus intéressantes. Et là par exemple, dans mes prochains, il y a une collection très court roman qui s'appelle Court toujours chez Nathan, c'est des petites nouvelles presque, et il faisait que du réaliste, et là j'ai fait le premier de fantaisie de Court toujours, avec un vrai monde secondaire et tout, avec du vrai système de magie, et qui servira pour aucun autre roman parce que c'est ça justement qui m'intéressait. Mais voilà, c'est et on a aussi, évidemment, on a les lecteurs, les blogueurs dont a parlé Floriane, mais faut pas oublier que du côté des éditeurs, il y a des gens qui font méchamment le boulot aussi. Pour revenir justement sur ce mouvement dont tu parlais de l'époque de Brajlon, fin des années 90, début des années 2000, grosso modo. C'est une période où j'ai notamment beaucoup travaillé sur la SF hispanique, en faisant connaître certains auteurs espagnols ou latino-américains en France, et où j'ai aussi fait ce constat, vu du côté de l'Espagne et aussi vu du côté de la France, que pendant très longtemps, les littératures de l'imaginaire, et notamment beaucoup la SF et puis ensuite la fantasy, ont été dominées par les anglo-saxons, parce que c'est eux qui ont écrit en premier, enfin, on a eu du Barjavel, mais c'était minoritaire, et c'est un peu eux qui dictaient les codes, et on a l'impression qu'à la fin des années 90, il y a une espèce d'explosion qui s'est fait dans différents pays, avec, nous, on a aussi envie d'avoir notre SF et de s'abreuver davantage à nos mythes, à notre imaginaire, en plus avec vraiment, moi je voyais dans les romans français, les romans hispaniques, dans les intrigues, c'était pas construit de façon aussi manichéenne. Les Américains, souvent, il y a les gentils, les méchants tuent les gentils tuent les méchants, voilà. Sur des romans de veine beaucoup plus européenne, on était dans des choses où on était dans des grilles. Le méchant pouvait avoir un côté gentil, enfin, des choses d'ailleurs qui souvent passent pas chez les Américains. Et on a eu vraiment un élan de ce type qui s'est trouvé effectivement à un moment donné aussi cassé, parce que il y a un des éléments de la chaîne du livre que vous avez pas abordé. Vous avez parlé de l'éditeur qui effectivement a sa ligne éditoriale, mais lui il est aussi contraint par autre chose, puisque lui l'éditeur, en gros c'est lui qui doit vendre les livres, et donc il est ensuite lui conditionné par sa distribution.
Et il y a des choses, mais qui sont des choses terre à terre. Moi, le laser notamment, moi j'adore bousculer les codes. Et donc c'est un mélange de polar, historique, uchronie, fantasy. Eric, donc de chez Critique, l'éditeur, m'a dit, bah tu vois, on a un souci avec les représentants, donc les gens qui vont aller placer les choses chez les libraires, parce que le libraire dit, mais oui, mais moi, sur quelle étagère je le mets? Ah oui, mais si c'est pas du polar, si je le mets en polar, mais que c'est pas du polar, ah ben oui, non, c'est embêtant, je vais peut-être pas le prendre parce que je sais pas où le mettre. Et quand ça correspond pas au code habituel, ça désarçonne tout le monde. Alors, je dis pas que les libraires sont des gens méchants, mais c'est que eux aussi, ils fonctionnent avec un lectorat qui a l'habitude de certains codes et qui du coup est aussi désarçonné quand les codes changent. Et donc pour faire évoluer les choses, ça prend beaucoup plus de temps. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine, et c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus confortable, finalement, de rester dans les codes habituels, parce que là, on sait où on va, et c'est ce qui fait que ça conditionne tout le monde en partant du bas vers le haut. Et que nous, on se retrouve finalement, quand on a un projet qui est un peu trop original, ou un peu trop, qui correspond pas à ce qui se fait d'habitude, l'éditeur peut être frileux en disant, je sais pas si derrière ça va fonctionner, je ne sais pas si je vais le vendre, je sais pas comment je vais le défendre. Et là, c'est le rôle des petites maisons d'édition qui souvent, effectivement, sont plus créatrices, plus... Il y a eu des mouvements comme ça, là, moi, j'ai plein de nouvelles maisons d'édition qui sont sorties et qui font un réel travail intéressant. Et quand ça fonctionne, après, les plus gros disent, si ça fonctionne, je vais pouvoir aussi aller sur ce terrain-là. Il y a deux choses. Déjà, à l'époque donc de cette fameuse interview chez Brajlon, il y a une chose que j'ai trouvée et que j'arrête pas de penser depuis et que toutes mes aventures littéraires n'ont fait que me confirmer, c'est que très souvent les gens qui ont une vision limitée du lecteur en disant le lecteur il va pas accepter ci, le lecteur accepter ça, c'est juste des gens qui nous méprisent, parce que moi je suis une lectrice aussi avant tout, qui nous méprisent nous en tant que lecteurs, et je suis persuadée qu'en tant que lecteurs d'imaginaire, nous valons tous, mais tellement mieux que ça. Nous sommes des gens qui avons envie de découvrir, nous sommes des gens qui avons envie de sortir de notre carcasse, parce que sinon on serait pas en train de lire ça. Et donc, il y a beaucoup aussi de méconnaissance, voire parfois un petit peu de mépris du lectorat, qui personnellement me gonfle. Bon, ça c'est pour le premier aspect. Et le deuxième aspect, t'as parlé d'un truc qui me parle beaucoup aussi, c'est notamment tout ce qui est littérature sud-américaine. Alors je suis une énorme fan de littérature sud-américaine. J'ai eu la chance d'avoir notamment ma mère qui lit des littératures de tous les pays, et qui m'a fait découvrir le réalisme magique. Et c'est vrai que c'est l'un des grandes littératures qui m'inspire. Bon, en plus, il y a des... Voilà, si vous lisez Francisco Coloane, c'est un des auteurs qui parle le mieux d'océan au monde, donc voilà, forcément, ça me parle. Mais, et disons aussi une des choses que m'ont appris mes lectures, justement, très vastes, très variées, et notamment, donc, toutes ces littératures sud-américaines, mais mine de rien, une partie aussi de la littérature générale, la littérature dite blanche, et qui manque encore parfois, je trouve, dans les littératures de l'imaginaire, un des horizons qu'on n'a pas dépassé, et ça rejoint le thème du world building, donc quand même on essaye d'avoir une cohérence. C'est que il y a beaucoup de livres dans ces littératures qui ne sont pas des livres sages, qui ne sont pas des livres bien construits. Et trop souvent encore, une des limites qu'on se pose, mais dans des impensés, tu vois, Florian, tu parlais d'impensés tout à l'heure, c'est de dire il faut un livre qui soit sage, qui soit bien construit. Donc où on reconnaisse bien la construction en 5 actes de l'intrigue, où donc dès le début on entre facilement dans l'histoire et tout. Il y a des livres très bien qui sont écrits comme ça. Mais je pense pareil qu'en tant que lecteur, on peut tous accepter d'être paumés au début d'un livre, qu'on n'a pas besoin qu'on nous mâche le boulot forcément, qu'il y a d'autres choses que la facilité d'entrer dans l'histoire qui peuvent nous retenir. Par exemple, donc quelque chose d'intriguant, quelque chose d'intense, quelque chose de passionnant, qui n'est pas forcément une histoire linéaire, mais voilà, mais qui peut nous accrocher malgré tout, et qu'on peut très bien accepter d'être perdu, et voire même aimer être perdu au début d'un livre, qu'on peut beaucoup plus caillasser nos histoires, les présenter d'une manière qui soit la plus pertinente et non pas la plus, académique. Merci Sylvie. Et voilà, et c'est ça aussi que j'ai envie de faire de plus en plus maintenant, à fortiori en littérature adulte. Et voilà, le livre adulte que je suis en train d'écrire en ce moment, je veux dire, les 4 premiers chapitres, il y en a 2 qui se passent à la même époque et les autres dans donc des époques complètement éclatées. Et en fait, l'idée, c'est que le lien entre les époques se fait peu à peu au fur et à mesure du livre. Et je sais pas comment ça va être reçu, mais en tout cas, je pense que c'est des trucs comme ça aussi qu'il faut essayer, quoi. Et il faut sortir des cases. Et quand on parle de world building, pour moi, il y a 2 choses, en fait.
Il y a quel monde on construit, mais mine de rien, de quelle manière aussi on l'amène dans l'écriture. Et les deux sont complètement liés, quoi. C'est hyper intéressant, et moi ça me fait penser que, tu vois, vous, visiblement, c'est la littérature espagnole qui vous a marqué. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé étudier, c'était plutôt tout ce qui était littérature japonaise. Quand j'ai écrit Les Noces de la Renarde, j'ai relu beaucoup d'auteurs japonais. Alors pour le coup, il y a beaucoup d'hommes au Japon qui publient, il y a pas beaucoup de femmes. Il y en a quelques-unes qui sont assez exceptionnelles. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que ils ont une façon de traiter l'histoire qui sont complètement différentes des nôtres. Déjà, ils ont pas peur de faire des histoires qui prennent énormément leur temps pour s'installer. C'est presque plus des littératures d'ambiance que des littératures d'action. Et ça, je me dis que tu proposes ça aujourd'hui en tant qu'auteur français ou autrice française, je suis pas sûre qu'on te publie. Parce que on n'aime pas prendre notre temps, il faut que ça aille vite, il faut que ça bouge, quoi. Et la littérature japonaise, c'est vraiment, c'est un monde, quoi. C'est, par exemple, si vous lisez Taniguchi, là, Junichiro, L'éloge de l'ombre, il se passe rien, concrètement, il se passe pas grand chose, hein. Il y a plein de bouquins où en fait c'est beaucoup de choses du présent, c'est beaucoup de choses du quotidien, et ils font entrer le fantastique, le réalisme magique dans des actions, mais juste d'aller manger des nouilles par exemple, ou d'aller prendre le métro, et il se passe des choses incroyables, et ça c'est des trucs qu'on voit pas souvent en France, qui sont hyper intéressantes, et c'est vraiment la construction, en fait il y a pas de construction d'histoire, juste ils suivent les personnages, ils adorent la magie du quotidien, tous ces petits détails, ils passent des pages et des pages à vous parler de la lumière sur les tatamis, ou sur les portes en papier de riz, enfin vraiment. Et pour eux, c'est ça, la littérature, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir des grandes batailles, des grandes actions. Et ils font de la SF, ils font du fantastique, ils font de l'horreur, incroyable. Allez voir des films japonais d'horreur, enfin, je veux dire, c'est les meilleures choses du monde. On fait pas mieux. Ces gens sont des génies. Si vous regardez dans les films Mademoiselle, le film coréen, je veux dire, ce film est incroyable. Il y a une pieuvre géante. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Et ça, c'est pas un truc qu'on verrait en France. On n'a pas, nous, cet imaginaire-là. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir la curiosité d'aller lire, en fait, pas que pour le fond, mais aussi pour la forme de comment sont écrits les livres dans d'autres cultures, et de se rendre compte que il y a pas que les anglo-saxons, que la fantasy, c'est pas que la quête du héros, qu'il y a pas de construction. En fait, il faut se donner la liberté d'infuser le monde, quoi, de tout ce qu'on peut lire. Et moi, franchement, je trouve que la littérature japonaise est hyper sous-cotée parce que déjà, faut les traduire, c'est pas toujours facile, quoi. Mais vraiment, ayez la curiosité de voir d'autres choses, parce que c'est en train d'infuser aussi, je pense, dans la fantasy française. De plus en plus, on s'inspire beaucoup, on est plus curieux, on a plus accès, et vraiment, il y a des choses incroyables. Et pour le coup, heureusement que ces livres-là sont traduits, qu'il n'y a pas que notre vision du monde qui existe, parce que sinon, on se ferait quand même un peu chier. Alors, j'apprécie beaucoup qu'une table ronde sur le world building s'achève presque sur le fait qu'on peut se passer de world building. Mais bon, voilà, c'est la magie du débat. Le modérateur a un modérateur qui m'a dit il y a déjà une demi-heure de cela que j'aurais dû commencer à prendre les questions il y a 20 minutes de cela. On s'en fiche. Je pense que c'était particulièrement intéressant de vous entendre. Néanmoins, on a encore un petit peu de temps. Donc ce que je vous propose, justement, c'est de passer à la phase des questions dans la salle, en donnant la parole à Madame, peut-être. Bonjour. C'était très contente de vous entendre. C'était beaucoup de choses intéressantes. Je voulais poser une question par rapport à ce qui a été dit sur les lecteurs et sur les recherches historiques. Et j'ai remarqué, il y a quelque temps, j'ai vu une critique d'une lectrice qui m'a un petit peu bousculée. Il disait en gros sur une œuvre de fantasy qui pourtant n'avait aucune prétention historique, c'est oui, mais c'est pas cohérent parce que à l'époque ça se passait pas comme ça. Elle a identifié tout de suite une époque et elle s'est dit qu'il y avait aucune cohérence. Et je me demandais ce que vous pensiez de ça, si vous aviez remarqué des attentes de lecteurs par rapport à des cohérences historiques qui se disent qu'il faut qu'il y en ait une, qu'il faut que ça se base absolument sur une époque particulière. Alors, moi, j'ai eu un retour un peu détourné de ta question, mais qui était hyper intéressant. Donc, dans Rouille, en fait, donc c'est une uchronie steampunk. Donc, ça se passe à Paris et mon héroïne est une prostituée. Donc, ça parle de prostitution.
Et j'ai eu beaucoup de retours en fait de lecteurs qui me disaient, parce que donc du coup Violente, donc l'héroïne, enquête sur son passé et sur un tueur en série qui découpe des prostituées. Et en fait, comme elle est dans une maison close, donc forcément, moi j'essayais de garder quand même une cohérence historique. Donc j'ai décrit vraiment ce que c'était une maison close. Et donc elle a un souteneur qui s'occupe des filles, en fait, qui gère les filles et qui les enferme. Et voilà. Et du coup, Léon, le souteneur, bah lui, ça l'emmerde un peu parce que si on tue toutes ces filles, il y a plus d'argent. Donc il enquête avec elle. Et j'ai eu beaucoup de retours de chroniques de lectrices et de lecteurs qui me disaient que c'était pas cohérent qu'un souteneur soit sympa. Genre, parce que il prostitue des femmes, mais il était trop gentil. Mais en fait, quelle est la cohérence historique d'un souteneur méchant? En fait, il n'y a pas d'un côté les monstres et de l'autre côté les gens gentils. En fait, tu peux être une bonne personne et faire des mauvaises choses, et être une mauvaise personne et faire des choses sympas. Et moi, ça m'avait beaucoup choqué qu'ils disaient non mais c'est pas comme ça que ça se passait à l'époque, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, il est trop gentil pour le métier qu'il fait. Et du coup, tu peux pas vraiment répondre à ça parce que tu n'es pas responsable des attentes des gens et de leur construction ou de leur déconstruction. Donc si la personne voit une époque où, enfin, je pense, vous me direz, mais, enfin, en fait, toi, t'es pas responsable de comment la personne reçoit le livre, quoi, en tout cas à l'époque. Mais je pense que les gens, pour le coup, parce qu'il y a eu cette hégémonie du médiévalisme anglo-saxon, très inspiré soi-disant, de notre de notre époque médiévale à nous, très inspiré parce qu'en fait ils disent qu'il y a jamais nanas qui se sont battues, mais en fait on sait qu'à toutes les époques il y en a eu, il y en a toujours eu, mais ça les intéresse pas parce que c'est pas ça qu'ils veulent faire, quoi. Toi tu peux rien faire, t'es pas responsable de ça, quoi. Le truc qui est dommage, c'est que quand t'es là à inventer un monde où tu peux faire absolument tout ce que tu veux, c'est quand même triste que tout le monde veuille faire la même chose et s'inspirer de la même chose et veuille garder une cohérence pseudo-historique. En fait, pourquoi tu veux faire ça? T'as l'occasion de créer absolument ce que tu veux, et tu vas faire exactement la même chose que tout le monde, et en plus une époque un peu merdique où soi-disant les mecs faisaient tout et les nanas restaient à la maison. Bon, moi je peux plus rien faire pour toi. Bah disons, alors, il y a déjà une chose, c'est que oui, de toute manière, la réception, c'est hyper divers, c'est hyper varié, et il y a des avis généraux, il y a des avis plus globaux, il y a des lecteurs qui vont pas tomber forcément sur le bon livre au bon moment. Mais même nous, je pense qu'on a tous des livres ou des films qu'à un moment on n'a pas compris. Et on s'est dit qu'on les détestait, puis on les a revus plus tard et on les a vus différemment. Donc voilà, disons pour moi l'un des boulots vraiment au-delà vraiment des autrices et des auteurs, mais vraiment un boulot d'édition, pour le coup du côté des éditeurs, des éditrices, c'est de présenter le livre de la manière la plus claire et la plus fiable possible. Donc moi je suis clairement de l'autre côté de la barrière parce que plus j'avance, plus j'adore aller déjà en fait j'aime beaucoup à la base, mais vraiment j'aime les inspirations historiques et je le dis et je le clame haut et fort. Après comme justement j'aime bien aller voir au maximum donc les inspirations historiques vraiment et pas les préjugés qu'on a sur l'histoire, il y a des lecteurs qui souvent vont trouver des lecteurs hommes souvent aussi d'ailleurs, qui vont dire oui non mais ça ou ça c'est incohérent, ça n'a pas pu se passer comme ça, alors que si c'est juste que vous avez des préjugés dans la tête, quoi. Par exemple Bohème, c'est le début des armes à poudre, ça parle du tournant Moyen-Âge Renaissance, et les armes à poudre au début c'est des trucs super pas fiables qu'il faut vraiment arriver à maîtriser, qui sont excommuniés par l'église, enfin tout ça, donc non, tout le monde s'est pas dit d'un coup ouais super il y a un nouvel upgrade, je vais le prendre, quoi. Et voilà, c'est notamment des armes que maîtrisaient mieux par exemple les armées mercenaires. Et c'est de ça que parle Bohème. Donc non, tout le monde n'a pas des armes à poudre d'un coup, parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ou aussi, je suis le pacifiste qui est super intéressé par l'histoire militaire, parce qu'une des choses que nous montre l'histoire militaire, c'est que c'est pas forcément la meilleure armée sur le papier qui gagne. Qu'il y a tellement d'autres choses, et par moments il y a des décisions, mais aussi pareil, militaires, diplomatiques, qui sont tellement stupides qu'on dit comment les gens ont pu faire ça. Et puis après, l'actualité nous rattrape et on se dit ah oui, effectivement, c'est possible. Mais voilà, c'est aussi ça la complexité humaine, et c'est ça qui est parfois un peu flippant, mais aussi complètement passionnant. Et après, voilà, les critères selon lesquels on juge une œuvre, ça se pourrait faire encore toute une autre table ronde. Maintenant, dans la réception, pour moi, il y a aussi beaucoup, pour le coup, et là je suis désolée, je suis lâche, je vais me reposer sur quelqu'un d'autre, bien présenter un livre et l'amener là où il doit aller, c'est le travail aussi que font les éditeurs, et on a la chance heureusement d'avoir quand même beaucoup d'éditeurs qui le font très bien. Et les libraires, toute la chaîne du livre, oui. Effectivement, on peut rien sur la façon dont le lecteur va recevoir le livre, puisque forcément un livre c'est un objet où nous on met des choses, mais où on laisse un espace pour celui qui va lire, parce que celui qui va lire
il reconstruit l'œuvre. Quand il la lit, il se la reconstruit lui, il se l'approprie. Et parfois, il y voit des choses qu'il y met que l'auteur à l'origine n'a pas mises, et parfois même, il voit des choses qui n'y sont pas. Mais ça, on peut rien. Par contre, il y a des précautions à prendre quand même. Moi, je l'ai vu dans la serre et où ça a été extrêmement verrouillé, puisque là, pour le coup, on est sur quelque chose qui touche à l'histoire. Donc là, c'était quand même un minimum que de faire des recherches pour présenter des choses qui soient cohérentes et qui s'appuient sur. Et donc, du coup, c'est des choses qui ont été vérifiées par des gens qui avaient fait de l'archéologie, par des gens qui avaient fait de l'histoire, pour dire voilà, est-ce que tu peux jeter un œil, voir s'il n'y a pas une grosse bourde quelque part. Après eux, il y a eu beaucoup de recherches et c'est vraiment très documenté. Voilà, parce qu'on peut pas non plus on va pas se tirer une balle dans le pied en mettant une énormité où tout le monde va dire ah oui, mais alors là, donc il faut quand même cadrer un peu. Par contre, sur un univers secondaire qu'on crée de A à Z et sur lequel nous on se le crée par rapport à, alors on fait toujours en référence à quelque chose, même si c'est inconscient. Ça part pas de zéro, mais où clairement, par exemple, on n'a pas rattaché ça à un univers médiéval, mais le lecteur, lui, va éventuellement rattacher ça à autre chose, à d'autres références, et éventuellement on va faire des reproches en disant ah oui, mais comme tu le disais, à cette époque-là, on ne faisait pas ça, mais c'était pas de cette époque-là que je parlais. Ça, on peut pas l'éviter, malheureusement. Deuxième question, monsieur. Merci. Et peut-être dernière question. Mais... Je voudrais juste confirmer quelque chose. Avez-vous présenté les intervenantes au début? Ah, c'est bon, on n'a pas fait. Est-ce que vous pourriez procéder maintenant? Parce que mis à part Madame Faye, je ne sais absolument pas à qui j'ai affaire. Moi, je n'ai pas envie de le faire. Je vais laisser les intervenantes se présenter, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Ok. Alors, donc nous avons à ma droite, c'est-à-dire pour vous à la gauche, donc Sylvie Miller qui est dans la fantasy et tout ce qui s'y rattache depuis beaucoup plus longtemps que nous, qui est une immense nouvelliste aussi, qui est évidemment une grande romancière, qui est aussi une très bonne anthologiste. Et ça, c'est vraiment précieux. Et notamment, c'est vraiment Sylvie avec Lionel Davous qui m'ont appris à écrire de la nouvelle de fantasy pure à monde secondaire. Ce qui est vraiment difficile. Voilà. Et tu es aussi traductrice. Oui, j'avoue que moi, sur le côté de l'édition, j'ai un peu touché à tout, puisque à travers la traduction de l'anglais et de l'espagnol, mais également une passion notamment pour les littératures hispaniques, donc le fait de lire des choses, d'amener à des éditeurs de présenter des projets. Des anthologies, effectivement, donc des anthologies, une sur la SF espagnole, une sur la SF hispanique, mais aussi les anthos du festival, là une antho sur le futur du travail que je suis en train de préparer avec les auteurs, et puis effectivement des nouvelles, des romans, beaucoup de choses depuis longtemps, et puis une participation à beaucoup de festivals pour faire des modérations, des traductions. Donc, une passion de toute façon pour l'imaginaire, pour les festivals, pour être une sorte de passeur de ces littératures-là vis-à-vis du public, et puis un tout petit peu de travail universitaire modeste aussi, voilà. Vraiment oui, Sylvie, elle fait découvrir des autrices, découvrir des auteurs, et elle aide des auteurs et des autrices à découvrir ce qu'ils peuvent être eux-mêmes, et en plus elle écrit des trucs super intéressants. Et donc, à ma gauche, vous avez Floriane Soulas, la nouvelle sensation de l'imaginaire, on peut dire si quand même. En gros, alors Floriane, je l'ai rencontrée quand j'étais jury au prix Geekopolis de la nouvelle, et donc on recevait plein de nouvelles, on savait pas qui c'était qu'ils avaient écrites, dont une nouvelle de steampunk qui avait des trous partout dans sa structure. Hein. Je peux te le dire, tu sais, mais qui avait une voix unique, absolument. Et moi je me suis battue, on est quelques-uns à s'être battus pour qu'elle ait un prix, même avec les trous de structure, parce qu'on s'est dit là il se passe quelque chose. Là il y a quelqu'un, on savait pas qui c'était, qui allait faire quelque chose. Et après Floriane, elle a vraiment affiné sa plume, elle a mis des nouvelles partout, qui étaient de plus en plus elle-même, de plus en plus pertinentes, et après qui étaient bien structurées en plus, ça t'a progressé très vite quand même. Voilà, et puis elle arrive avec Rouille, qui est un roman de steampunk dans un genre vu et revu, et qui trop souvent encore dépeint des 19e siècle fantasmés qui vont vous faire rêver à des belles robes et à des balles de cour en occultant toute une partie de la violence énorme de cette époque. Donc voilà, elle arrive avec Rouille. Et c'est juste une sensation tout de suite. Elle arrive à l'énorme festival des Imaginales et elle finit la pile de bouquins qu'elle avait dédicacé, je crois. Tu l'as fini le samedi matin ? Ouais, voilà. Donc ensuite, elle arrive avec Les Noces de la Renard, pareil, là, avec Les Oubliés de Lama, un énorme space opéra avec la plus belle scène de bibliothèque dans l'espace, avec à la fois tout son parcours scientifique, avec toute sa réflexion derrière, avec aussi, notamment dans Les Oubliés de Lama, un très chouette côté body horror que j'aime beaucoup.
Et vraiment, c'est déjà quelqu'un à lire. Et puis, j'ai tellement hâte de lire les prochains livres que tu vas écrire parce que ça promet tellement. Et elle continue d'écrire des nouvelles et c'est juste des tueries. T'as un truc à ajouter? Je voulais ajouter quelque chose dans l'écriture de Floriane, moi, qui m'a marqué. Je la suis depuis le début. On est dans les compliments, voilà. Moi, il y a quelque chose qui m'a, je suis époustouflée. C'est la marge de progression. On voit un auteur en général, on voit. Non, c'est pas ce que je veux dire. Non, je voulais pas dire que c'était nul au début, mais habituellement, on voit un écrivain évoluer au fil de son œuvre et il y a des choses qui bougent, voilà. Mais chez Florian, on a l'impression que c'est multiplié par 120, quoi. C'est d'un truc à l'autre. On dit, mais elle a franchi 12 marches, chose que moi, je me sentirais pas forcément capable de faire, parce que chez moi, il faut que le temps que ça mûrisse. Je sais pas où tu vas chercher tout ça et qu'est-ce qu'il y a en toi, mais on a l'impression qu'il y avait quelque chose qui était en racine et qui là, vraiment sort et donc c'est super. Et alors Estelle, donc puisque t'as fait des compliments à tout le monde, c'est normal que tu aies les tiens. Donc Estelle, ça fait longtemps qu'on a travaillé ensemble et que je t'ai découverte aussi. Et moi, ce que j'adore chez Estelle, et je pense que le lecteur y est aussi très sensible, c'est déjà toutes les thématiques que tu vas aborder, mais c'est surtout, il y a une voix très particulière dans ton écriture, avec une immense poésie et quelque chose qui touche au cœur. Moi, à chaque fois que je te lis, c'est Estelle qui a écrit. Et ça a été un bonheur de travailler sur les nouvelles avec toi dans les anthologies, par exemple, parce que voilà aussi, il faut que vous vous rendiez compte que le travail éditorial que l'on fait, par exemple, dans une anto, ou quand on est éditeur et qu'on publie un livre, on a un texte qui nous arrive, on le lit, et le texte, il est jamais poli en dernière version, etc. On en fait une lecture et ensuite on propose, on dit à l'écrivain, là c'est peut-être pas assez précis, là je comprends pas ce que tu veux dire, voilà. Et avec Estelle, ça a toujours été, mais d'une facilité. Elle a toujours compris le sens des améliorations qu'on voulait et elle s'est toujours prêtée à tout et toujours dans le sens de faire évoluer le texte et de l'améliorer. Et ça a été un vrai bonheur de travailler avec toi. La première nouvelle que vous m'avez fait écrire avec Lionel, c'était pour l'anthologie Barbe et Sirène des Imaginaires. Et c'est là que vous m'avez dit, non mais toi tu vas écrire une nouvelle de fantasy. Donc j'ai dit, ouais bien sûr, facile. Non, je blague, j'avais la trouille. Et en fait, la première fois que vous m'avez renvoyé la nouvelle, je me souviens, mais la nouvelle c'était un arlequin, quoi, tellement il y avait de commentaires. Et mais après, vraiment, j'ai appris un truc à ce moment-là. Et j'ai appris comment écrire une nouvelle de fantasy. Donc ça, c'était vachement bien. Et pour finir sur Floriane, pour moi qui vois un peu comment elle bosse, Floriane c'est une énorme lectrice, elle s'intéresse à plein de choses. Et aussi, elle réfléchit énormément, elle se pose énormément de questions. Parfois, elle doute beaucoup trop. On peut le dire. Mais voilà, il y a aussi le travail qui est là. Et Floriane, elle m'a volé mon bêta lecteur aussi. Enfin non, on fait garde commune, mais voilà. Donc oui, il fallait bien que je suis mal de toi à un moment, tu vois. On a quand même oublié de dire que Estelle, elle sait tout faire, qu'elle écrit du space op, de la dark fantasy, de l'historique, que c'est incroyable. Franchement, allez lire Ouijigo. C'est merveilleux. Elle fait du body horror, elle fait de l'horreur, elle fait tout. C'est ma fan numéro 1. Elle est incroyable. Non mais vraiment, Estelle, tu vois, je rebondis sur ce que tu disais, Sylvie, c'est l'écriture de l'humanité. Il y a toujours ce noyau d'humanité hyper puissant chez Estelle, où vraiment sa grande force, en plus de savoir wordbuilder des trucs de ouf, c'est que ces personnages, mais ils vont jamais vous lâcher, quoi. Ils vont vous prendre aux tripes, que vous les aimiez ou pas, hein. Vous pourrez pas les lâcher parce que tous, dans toute leur complexité, ils touchent quelque chose de l'humanité et de choses hyper intimes qu'on a au fond de nous. Et c'est incroyable. Et en plus, elle a une écriture qui est hyper visuelle. C'est un cinéma de lire Estelle, c'est incroyable. Donc, n'hésitez pas, si vraiment vous voulez découvrir. Elle a tout. Donc, vous ne pouvez pas. Si un seul d'entre vous repart sans un livre d'Estelle, c'est que vous êtes des menteurs. Juste pour finir, et d'ailleurs, je viens d'écrire ma première dystopie pure et dure, qu'un genre que j'avais pas encore fait. Voilà, alors je vous la présente parce que je pense que ça intéressera pas grand monde dans la salle, donc ça n'est pas vraiment pub. Donc voilà, c'est de la dystopie à partir de 4-5 ans. Mais c'est mignon, il y a des messages positifs. Et voilà, et ça existe vraiment grâce à Florence Nathan dont je vous parlais tout à l'heure. Donc par contre, je suis désolée, c'est le seul exemplaire qui est présent sur le festival parce que les autres ils sont pas arrivés. Mais voilà, et il sort la semaine prochaine. Mais c'est encore un genre que j'avais pas fait. Et maintenant je l'ai fait. Et il y a de l'océan. J'ajoute deux ou trois petits mots pour dire que Estelle Faye est également membre d'un petit club, d'un petit triumvirat, d'une petite camarilla qui sévit en podcast. Ça s'appelle Procrastination. Pour ceux qui connaissent pas, allez écouter. Ce sont des petites capsules d'1 quart d'heure sur la littérature avec Lionel Davoust et son nom m'échappe dans l'instant,
Mélanie Fazi. Moi, j'aime beaucoup écouter ça quand j'ai un temps dans la voiture. C'est très très bien, c'est parfait, c'est le moment idéal quand on a un quart d'heure. Et on découvre quoi? On découvre qu'on parlait de world building, on parlait de fabrication de monde. Donc on travaille quand on est un auteur. C'est ça aussi le mot qu'il y a derrière, c'est qu'il y a du travail. Ça se fait pas tout seul. Et cette fabrication de monde, elle est complexe, elle demande du temps, elle demande de l'engagement et du café ou du thé, enfin, vous voyez, selon les uns et les autres. Donc ça, c'est peut-être une espèce de fil rouge dans beaucoup de tables rondes, dans beaucoup de rencontres qu'on a faites, c'est que les auteurs ici derrière, ils mettent beaucoup d'eux-mêmes, beaucoup de temps, beaucoup de travail, de réflexion pour construire leurs histoires. Ça ne se fait pas tout seul, et il faut reconnaître et valoriser ce travail. Il y a le travail, et le travail s'efface, et puis après, l'émerveillement, c'est pour le lectorat. Merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde, d'avoir écouté cette table ronde. Merci à vous trois. Bon après-midi.